Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur les ondes voyageuses de Canal Algérie. Des ondes qui nous font voyager surtout, et surtout atterrir sur cette plateforme vers laquelle convergent tous les agitateurs de la scène culturelle. Question, est-ce que la poésie fait bon ménage avec le cinéma? Grand point d'interrogation. Un point d'interrogation que nous essaierons bien sûr d'effacer bien avant la fin de l'émission de ce soir. C'est un véritable huis clos poétique et mystique qui nous a réunis, qui va nous réunir pendant pratiquement une heure ici sur le plateau de Culture Club. Celui de notre premier invité, Ahmed Benzliha, l'esquif des mots, paru aux éditions Hibr. Ahmed Benzliha, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes linguiste, financier et spécialiste en communication, diplômé des universités de Constantine, Montpellier. Vous avez occupé plusieurs fonctions supérieures, notamment auprès de l'UNESCO. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. On va en citer quelques-uns. Presse algérienne, éditoriaux et démocratie. Un essai paru aux éditions Dar Al-Rab, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui à Oran. L'air du temps, un essai aux éditions Alpha pour lequel vous étiez sur ce même plateau il y a de cela quelques temps déjà. La Fontaine de Sidi Hassan, qui est toujours d'actualité au passage. Un roman paru aux éditions Kasbah. La Roqia de Cervantes, qui serait presque en dialogue avec l'ouvrage que nous allons présenter ce soir à nos téléspectateurs. Et puis Elias, un roman paru aux éditions Kasbah. Merci d'être avec nous ce soir. Encore une fois, pour nous emmener dans cette barque de fortune. Pour nous emmener où? Allez savoir, Ahmed Benzliha. Poésie toujours et encore, à travers plusieurs ouvrages. Elle est aussi plurielle que notre première invitée. Il s'agit de Saleha Imekrez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Saleha Imekrez. Merci à toi. Vous êtes enseignante, vous êtes artiste peintre. On vous doit beaucoup d'ouvrages. D'abord, Parole intérieure avec Amile Rebalou, paru aux éditions Anep. Nous reviendrons sur une poésie qui habite chaque maghrébin, africain et méditerranéen. Celle, bien sûr, de Ben Guitoun, Hizia. Vous nous avez pris par la main pour nous conduire vers vos propres univers à travers cette poésie sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard et surtout un travail collectif extraordinairement important, encore une fois profond de par le sens sur lequel nous reviendrons ce soir. Texte inédit recueilli et présenté par Lazari Lapterre, Hizia mon amour, mais on vous doit, parce que vous êtes toujours en dialogue avec les éléments, Saleha Imekrez, Tala aux éditions du Panthéon, on vous doit entre autres Arbre bleu, Fantasme naufragé, un autre collectif, mais l'ouvrage qui m'a le plus parlé ce soir, c'est Hizia, mon amour. Cette poésie-là serait-elle en dialogue avec celle de notre ami, bien sûr, Ahmed Benzliha? Allez savoir. Eh bien, la poésie, le cinéma, il en sera également question à travers la présence de notre troisième invité. Il s'agit d'un réalisateur, d'un poète, d'un cinéaste. Il est aussi pluriel et aussi curieux que celui qui vous fait face, comme chaque dimanche soir. Abdelrahman Jelfaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Nous parlerons bien sûr de poésie, mais nous rendrons hommage à un cinéaste qui s'en est allé il y a seulement quelques jours, en la personne de Moussa Haddad. Il faisait partie de la génération de Iftissan, de Merbah, de Merzaq Alouesh. Abdelaziz Tolbi. Exactement ça. Tous ces gens-là qu'on oublie. Ça nous renvoie vers l'Algérie post-indépendance, bien sûr, les années 60 et 70. On lui doit entre autres une pièce maîtresse de notre cinéma qui habite chaque grand curieux que nous sommes et que vous êtes, j'imagine, à savoir, encore une fois, les vacances de l'inspecteur Tahar, les enfants de novembre, Hassan Terou au Maki. Il a collaboré à la réalisation comment on appelle ça, d'un pan de notre mémoire et notre histoire collective, à savoir, bien sûr, la bataille d'Alger, auprès, bien sûr, de Gillo Pontecorvo. Réalisateur de Pontecorvo. Avec Zinette, d'ailleurs. Mohamed Zinette, qui était aussi l'autre assistant réalisateur de Gillo Pontecorvo, et d'autres. Bon. Voilà, nous en parlerons tout au long de l'émission de ce soir. Pour vos questions et vos réactions, cultureclub@entv.dz. Et donc, nous voilà avec vous, je le rappelle encore une fois, Ahmed Benzliha, pour votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, L'esquif des mots, paru aux éditions, donc, Hibr. Je le disais au sommaire de l'émission, on est réellement dans une forme de huis clos poético-mystique. Mais c'est d'abord une région qui a pratiquement conditionné l'écriture de cet ouvrage. C'est du côté, donc, de Msila, c'est Pchilga. Vous me disiez, justement, dès que j'ai visité la première fois cette région-là, je me suis dit, cela se prête à une écriture poétique, romanesque, allez savoir, mais le décor était planté. Effectivement. Donc, il y a quelques années, j'avais été affecté dans le cadre de mes activités professionnelles à Msila. Et j'avais découvert une région très, très riche et très contrastée.
Entre autres, il y avait cette région de Pchilga qui fait partie du Hodna, du grand chott du Hodna, et qui à l'époque m'avait beaucoup plu et peut-être déjà inspiré. Et voilà donc plusieurs années plus tard que je consacre je dirais un roman poétique ou un poème romancé, je ne saurais vous répondre, à cette région et à beaucoup d'autres choses. Vous dites que la poésie n'est pas un genre, mais un état en mouvement, perpétuellement en mouvement. Impossible de vous définir également, vous en tant que, qu'auteur, journaliste, poète. Donc vous êtes réellement pluriel dans l'écriture politique, économique, sociale, romanesque, tout ça en même temps. Pluriel, mais toujours avec un fil conducteur, je dirais. Oui. C'est surtout défendre des valeurs et puis s'inscrire dans une démarche humaniste. Et je pense que pour l'esquif des mots, cette démarche est réellement présente. Il s'agit d'abord de personnages assez différents. Il y a que pratiquement tout oppose. Absolument. Particulièrement les deux protagonistes, j'allais pratiquement, ou les acteurs principaux de votre roman poétique, je le rappelle, l'esquif des mots. Je parlais mystico-poétique. Et je m'explique justement, Ahmed Mazliha. On va à la rencontre d'abord de deux personnages. C'est d'abord Abdelkader l'Irakien, donc, et Mathias le Suisse. Hein. Le Suisse. Tout oppose, mais tous deux sont amoureux des grandes littératures, du verbe et de la poésie avant toute chose. Et puis, ils pensent à faire ensemble, à commettre ensemble un livre. Le livre en question va être, aurait dû en tout cas, être consacré à un grand mystique du XXe siècle, en l'occurrence Cheikh Ahmed Al-Alaoui, qui est algérien. Et voilà, et donc de ce point de vue, voilà donc deux personnes, comme vous dites, que tout oppose, l'un oriental et l'autre occidental, quoique moi personnellement... C'est le dialogue entre l'Orient et l'Occident Pour ma part, je remets en cause cette dichotomie qui est fausse, parce que finalement... On est dans les chocs des cultures. Pas du tout. Et non plus dans le dialogue. En fait, c'est la complémentarité, puisque nous sommes issus tous de la même source. Il n'y a pas d'Orient, il n'y a pas d'Occident. Et partant donc les médias et les politiques ont-ils réellement alimenté ces visions-là, créé ce choc civilisationnel? Je ne sais pas, mais en fait, vous savez, les médias viennent un peu en écho aux sociétés. Les sociétés aussi sont quelque part preneuses, si je puis dire, de ce genre de discours, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle culture. Mais au-delà donc de cette problématique, ce qui était intéressant ici, c'est qu'on fasse se retrouver des personnages complètement différents, du moins au plan de l'itinéraire, et qui se rassemblent autour d'une figure humaniste, en l'occurrence le cheikh, et partant de là, qui mélangent un peu leurs expériences, leurs mots, leurs impressions, leurs souffrances aussi, mais aussi leur joie, leur bonheur, pour un peu donner un sens finalement à leur vie. On est réellement dans la quête du sens. Oui. C'est vraiment la quête du sens. Oui, toute écriture finalement est une quête du sens. On utilise le sens pour trouver du sens. Et je pense qu'il y a même un poème qui est consacré au sens au niveau de l'ouvrage. Ça s'appelle L'esquif des mots, je le rappelle encore une fois, et c'est paru aux éditions Hebel en vente libre chez les bons libraires. Vous écrivez, Abdelkader se sentait là. Il n'arrêtait pas d'invoquer Dieu, mais comme une pluie fine qui n'en finit pas de tomber, le découragement pénétrait en lui, si incrusté. Comme à son habitude, depuis des années en fait, depuis la chute de Bagdad, il tenait un journal. Il y couchait ses idées en rapportant les faits qui le marquaient d'une manière ou d'une autre. Il y notait aussi les poèmes qui pouvaient lui traverser l'esprit. C'est ainsi qu'un soir d'hiver, il écrivait « Parfois je ferme les yeux, à m'en faire mal. Je serre les paupières et aussi les dents. Je serre des dents. Inconsciemment, je ne m'en aperçois pas. Ce n'est pas que je m'en fasse pour l'avenir, les soucis, la vie, comme on dit. Je connais sa logique, même si cela m'a
Matisse quand je pense à la mort, celle des proches et la mienne. C'est plutôt les instants qui passent un peu vides, un peu inutiles parfois, et toutes ces possibilités que nous avons d'être nous-mêmes et que nous ne pouvons pas, pour une raison ou pour une autre, souvent pour des motifs changeants, des prétextes parfois par impuissance, ignorance, prudence ou crainte. Les instants sont toujours perçus comme secondaires par rapport à ce que nous voyons comme la pérennité de notre vie. En fait, ne n'oublions pas qu'il n'y a pas de pérennité, il n'y a que des instants accumulés. Et là, nous revenons vers donc justement ce questionnement permanent qui est pratiquement le socle de votre ouvrage, oui. Notre rapport à la vie, notre rapport en fin de compte à la mort et à notre finitude. Oui, d'une certaine manière, mais sans, je dirais, sans maniérisme, sans sensiblerie mal placée, mais comme quelque chose finalement qui fait partie aussi de la vie. La mort est quelque chose de normal, somme toute. Et donc, j'ai essayé un peu d'aller au-delà de la mort, je dirais, macabre. La mort n'est... C'est un questionnement philosophique. C'est un questionnement philosophique. Oui, soufi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme soufi, ou peut-être même mystique. Mystique qui a ses origines chrétiennes, et soufi qui a un peu ses origines au niveau de l'orientalisme, je dirais même si sauf que votre ouvrage vous échappe, comme vos univers. Chacun les perçoit, chacun les interprète et chacun se les approprie. Oui, mais volontiers, parce que finalement c'est ce qui fait la richesse de la littérature, de toute écriture, c'est que chacun de nous y met un peu du sien, et tant mieux, c'est une excellente chose. Donc la rencontre, je le rappelle, de vos personnages, Abdelkader l'Irakien et Mathias le Suisse. Nous parlions à l'instant de Abdelkader. Et là, nous allons, si vous le permettez, écouter la voix et le questionnement et les univers de Mathias. Vous écrivez à la page 9, par la grande baie vitrée, Mathias regardait la ville s'étaler à ses pieds. Superbe illustration de la puissance de l'homme, pourtant un indéfinissable sentiment lui étreint l'esprit. C'est un sentiment si proche de l'étrangeté, celle qui, au détour de votre sommeil, dans un rêve auquel vous ne prenez pas garde, vous envahit jusqu'à vous convaincre de votre onirique existence, de celle de même nature de vos semblables. Loin de Verlaine, ce rêve pourtant tout étrange et pénétrant n'a rien d'une femme, car celle-ci, oubliée, vieille et malade, ne fait que passer sous les colibés vulgaires des nombreux désœuvrés, les regards méprisants de quelques parvenus et le poids d'un destin indifférent. Étrange, inutile et indifférent, tel est le rêve. Est-ce un cauchemar? Grand point d'interrogation. Nullement, il n'en est ni l'effroi, ni ne relève de l'extraordinaire. Et avec vous, quand on vous a, j'ai eu à approcher vos univers dans la lauréat de Cervantes, et cet ouvrage-là, je ne sais pas si on est réellement dans la même logique, où y a-t-il une forme de fil invisible entre le premier et celui que nous venons présenter ce soir à nos téléspectateurs. On est réellement comment dire, dans le questionnement, certes, mais toujours dans deux mondes, le réel et l'imaginaire, le meilleur et son contraire. Oui, d'une certaine manière, mais vous savez que ça soit au niveau des religions monothéistes ou des sagesses orientales. On est dans un état transitoire. Voilà le terme que je cherchais. L'état transitoire. L'état transitoire, en fait, c'est la vie. C'est ça, l'état transitoire. Ce que nous vivons est tout à fait transitoire, puisque nous sommes porteurs de, comme vous le disiez tout à l'heure, de finitude. Nous allons doucement peut-être, mais sûrement vers la mort, vers notre propre fin. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de se dégager un peu du quotidien, et le quotidien peut être une routine simple, répétitive, mais peut-être aussi nos passions, que ce soit des passions matérielles ou des passions, j'allais dire, spirituelles, et puis de prendre un peu de distance par rapport à nous-mêmes, et l'écriture nous aide à prendre cette distance que je dirais nécessaire à l'être humain. Mais en même temps, c'est avec un réel plaisir que nous écrivons pour ceux qui écrivent, et par ailleurs nous lisons aussi. Donc l'écriture, la lecture participent de cette distanciation, et cette distanciation nous permet un peu de comprendre un peu ce que nous sommes, un peu seulement, ce que nous sommes et d'où nous venons et où nous allons finalement. La lauréat de Cervantes n'aurait pas donné naissance à l'esquif des mots.
Je ne pense pas. Je serais catégorique sans que je puisse m'allonger sur un divan pour sur un fauteuil rouge pour me faire psychanalyser, mais je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est deux univers différents, tout en gardant un fil conducteur qui est mais la quête mystique, la quête de soi est également omniprésente, que ce soit dans je le rappelle, la Lorquia de Cervantes et cet ouvrage que nous voulons présenter. Dans la fontaine de Sidi Hassan aussi. Tout à fait, exactement. Donc, il y a toujours... On n'est pas dans la trilogie. Non, on n'est pas dans la trilogie, loin de Dib, je dirais. Nous sommes dans une continuité de l'imaginaire, en fait. C'est un peu mon imaginaire à moi qui se construit, déconstruit des récits, les reconstruit. Et je pense qu'il y a tout un travail qui se doit d'être fait sur les modes d'écriture, sur j'allais dire l'intertextualité interne. Ça doit exister aussi, puisque elle existe entre écrivains, elle se doit aussi d'exister, elle existe sûrement chez l'écrivain lui-même, c'est-à-dire une intertextualité au niveau de ses ouvrages, et il y a toujours finalement une sorte de polyphonie interne à l'œuvre en général. Abdelkader Mathias, drôle de tandem, nous le disions au sommaire de l'émission, se dit également Monsieur France. Pourtant, c'était lui qui il y a longtemps les avait lancés dans le domaine littéraire, directeur littéraire des éditions Saga. Il avait été séduit par le style des deux auteurs, un style ressemblant alors que chacun provenait d'un horizon différent. Abdelkader était irakien alors que Mathias était bien sûr suisse, seule la langue, le français, les rapprochait. Donc l'Irakien avait été formé à Paris après la chute de Saddam, alors que le Suisse n'avait jamais quitté Berne, sa ville natale. Leur style, lui, était presque le même, poétique, souvent répétitif, mais entraînant et concis. Monsieur France les avait présentés, les deux auteurs, l'un à l'autre, à l'occasion de la remise d'un prix littéraire. Ils s'étaient immédiatement pris d'amitié l'un pour l'autre, et des années plus tard, voilà qu'il lui proposait un ouvrage écrit à quatre, une biographie, disait-il, d'un saint musulman algérien, Cheikh Ahmed, qui est pratiquement d'ailleurs le troisième personnage que nous n'avons pas cité au début de l'émission. Et c'est là où on va réellement approcher le monde pratiquement invisible, où la quête spirituelle de ces personnages et de leur maître spirituel, c'est Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, en fait, c'est le médium. Tout à fait. Dans les deux sens du terme, allais-je dire. Et donc, c'est lui qui mélange un peu les mots et qui, en même temps, constitue un peu le phare, le repère de l'ensemble de la trame poético-romanesque, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est le cheikh qui, à la fin, referme le grand livre en disant que finalement la mission a été accomplie. On laisse quand même nos lectrices et nos lecteurs découvrir un peu de quoi ce qu'il s'agit et de quelle mission il s'agissait. Le commencement et la fin, et le verbe au milieu. C'est comme ça que vous avez construit, c'est du moins que je l'ai ressenti à travers la lecture de cet ouvrage, l'esquive des mots, je le rappelle encore une fois, paru aux éditions... Vous voyez bien que l'écrivain est quelque part démiurge. Oui, tout à fait, voilà. Exactement. On revient encore une fois à ce voyage initiatique, et on revient à cette quête spirituelle, parce qu'à un moment donné, ils sont allés le voir, ils se sont quittés, et chacun nous a conduits vers ces univers sans savoir qui a réellement écrit ce poème ou l'autre. Hein. Voilà. On est vraiment dans le mélange. Oui, c'est là où ça serait intéressant, peut-être, je ne sais pas, pour la lectrice ou le lecteur, c'est un peu de reconstituer qui est qui, de voir un peu quel est le poème quels seraient les poèmes de Mathias et quels seraient ceux d'Abdelkader. Tout à fait. Abdelkader, en fait, c'est en référence à Sidi Abdelkader al-Jilani. C'est pour cela que Abdelkader... Parce qu'il y a également le désert. Il y a le désert, mais il y a aussi Bagdad. Ouais. Alors, un sourire se dessina sur le visage ascétique du cheikh. Il invoqua Allah et demanda à Abdelkader Mathias de prier et de saluer le prophète tel que commandé par Dieu
Puis il leur dit, en vérité, vos mots ne sont pas les vôtres, ils sont ceux de tous. Tant que vous n'êtes que des hommes parmi les hommes, vos pensées et vos sentiments sont ceux de chacun. Seul votre rapport à Dieu vous appartient. Ces mots, donnez-les-moi. Je vais, si Dieu le veut, les mélanger et que chacun s'y retrouve, s'y reflète et s'en éprouve. Quant à vous deux, vous serez maintenant, vous savez maintenant, justement, avoir réussi votre épreuve, votre quête, vous servirez les autres et votre pays, par vos mots, vous avez votre esquif. Partez en paix. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de cet ouvrage. Et c'est ainsi que nous lisons, que nous pénétrons, que nous souffrons, que nous jouissons à la lecture de cet ouvrage. Il y a aussi beaucoup de sensualité dans l'ouvrage. Oui. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, vous écrivez par exemple, « Je cherche le bonheur et ses joies, je te vois et mon désir croît, folle plaisir, sans loi. » Quand seras-tu à moi? Grand point d'interrogation, je ne sais pas. Je te prends ma plume, douce, caresse, fiévreuse, découverte, passion dévorante d'un feu incandescent qui brûle jusqu'à la glaise, puis décroît en cendres éparpillées sur les flots apaisés. Belle est l'âme, fort est le vent, le ciel se confond avec la mer, et dans la gorge l'émotion se lève en une psalmodie sans voix, irradiant le cœur et l'esprit de la présence indéfinissable. La plume s'élève comme une prière par le temps étalé et l'instant suspendu. C'est l'ouvrage pour lequel nous avons eu un coup de cœur en ce deuxième numéro, votre aventure bien sûr livresque de cette saison, je le rappelle encore une fois, de Culture Club. Mais il y a également l'actualité, et on revient encore une fois à notre rapport à Dieu. À un moment donné, vous écrivez, tu dis penser à moi, mais tu n'as pensé qu'à toi. Partager, tu disais, mais tu t'es soustraite. En fin de compte, tu as fait tes comptes, 1 et 1 font 2. 1 plus 1, c'est mieux. Est-ce qu'on serait encore une fois à cette quête de l'indivisible, le seul, l'unique? Je ne sais pas, mais on peut, comme vous le disiez tout à l'heure, faire plusieurs lectures, d'autant que je ne sais qui disait que la poésie c'est l'au-delà des mots. Je pense que c'est Sartre. Et donc nous sommes un peu dans l'au-delà des mots. Chacun peut interpréter les choses à sa manière. Chacun peut appréhender toutes ces petites touches impressionnistes selon ce qu'il peut percevoir, selon le moment, selon son expérience, son parcours. Et donc on peut penser à Dieu, mais on peut aussi tout simplement penser à un amoureux déçu. Mm-hmm. Alors, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, où tout est illusion, c'est entre autres ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, à travers, j'allais pratiquement dire, une nouvelle incisive. Vous écrivez, il avait arrêté le moteur. Plus actuel que jamais, je vous le conseille. Vous écrivez, il avait arrêté le moteur. Dans sa tête, il entendait de grands coups. Il ne savait pas si c'était le bruit des rames ou celui de sa douleur. Il ramait, les rames semblaient prolonger ses bras. Il ramait rageusement. Il n'y avait pas de mur en pleine mer pour s'y cogner la tête. Alors, il frappait dur en serrant les dents. Les rames fendaient l'eau et la barque s'éloignait rapidement vers le grand large. La journée était belle, mais triste comme toute autre matinée. Le vieux pêcheur était sorti tôt, sans qu'on sache s'il partait pêcher ou tout simplement pour s'éloigner du port. Le port était devenu invivable. L'anarchie et la saleté y régnaient. Les pêcheurs avaient changé et le port avait suivi. La mer pouvait encore peut-être lui ouvrir les bras, mais le vieux pêcheur savait que ça ne durait pas. Il savait que la mort n'épargnait personne. Combien avait-il encore à vivre, à sentir la chaleur du soleil sur sa peau, le goût du sel, le vent et la lumière? Il n'en savait rien. Dieu, oui, il n'en savait rien. Il savait juste qu'il allait crever, n'importe quand, n'importe où, comme un poisson en dehors de l'eau, et comme un poisson, il allait pourrir. Il ramait fort, hargneusement, en pensant cela. De sa vie, il n'en savait rien. Le pouvait-il? Grand point d'interrogation. Le port a toujours été un enfer, même avant, quand il croyait au mensonge. Peut-être qu'avant, effectivement, le port était plus organisé, plus propre, mais qu'importe, il l'avait oublié. Qu'importe, il l'avait oublié, et ce qui est oublié n'est pas vrai.
Le soleil pourtant semblait vrai, la mer aussi, mais le vieux pêcheur, sa barque et ses rames n'avaient rien de réel, sauf peut-être cette douleur intérieure comme une lame froide qui n'arrêtait pas de pénétrer au plus profond de la chair. Qu'allait-il ramener dans ce filet? Allait-il d'abord ramener quelque chose? Il n'en savait rien. Il était comme indifférent. Pourtant, la pêche pouvait être miraculeuse. Mais n'est-il pas trop tard? Lui qui avait tant cru au miracle avait fini par ne plus les attendre, avait fini par ne plus en espérer quoi que ce soit. Il était peut-être mort sans le savoir. Notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, votre rapport à la littérature et à la poésie. C'est l'ouvrage qui a, j'allais pratiquement dire, conditionné la rencontre de ce soir. Ça s'appelle L'esquif des mots. Il vous invite à embarquer avec lui. C'est un roman poétique, c'est du moins de cette façon que je l'ai approché, celui de Ahmed Benzliha, et c'est paru aux éditions Hibr. Merci beaucoup d'avoir fait une halte sur notre plateau. Je le rappelle encore une fois, Ahmed Benzliha. Vos questions et vos réactions, je le rappelle encore une fois, sur cultureclub@entv.dz. Et il le disait, un aveu, je veux, furieux je te veux, me veux dans tes cheveux. Alors, peu à peu, je peux de ton corps faire un feu, de tes yeux en feu, de feu. Puisqu'il en est ainsi, ce bruit, quel est-il? Est-ce celui des pas, seul écho d'un rire lointain? Ce parfum, quel est-il? Eh bien, vous aurez des réponses à toutes ces questions en lisant, bien sûr, je vous rappelle encore une fois, l'ouvrage de notre ami qui a conditionné la rencontre de ce soir, L'esquif des mots de Ahmed Benzliha. C'est paru aux éditions Hibr. Merci beaucoup, Ahmed Benzliha. Très bientôt, parce qu'on veut presque une suite. Hein. C'est un long roman poétique, encore une fois, toujours dans un état transitoire, à donner le vertige à ceux qui nous regardent. Le Balzac. La jouissance mystique, la khalwa, on va réellement dire.